Jour 9 du procès fédéral de Diddy. L'attention se porte sur Kid Cudi, ex-petit ami de Cassie, attendu pour témoigner sur une explosion de voiture, présentée comme un acte de représailles de Diddy. Cudi est l'un des 5 témoins prévus par l'accusation aujourd'hui, aux côtés d'un employé d'hôtel. Pour bien comprendre les enjeux de cette 9e journée, il est essentiel de se remémorer les événements clés du 8e jour. Ce jour-là, l'agent spécial Gerard Ganning, de la sécurité intérieure, avait poursuivi son témoignage concernant la perquisition au manoir de Diddy, sur Star Island. Il avait notamment détaillé la découverte de divers composants d'armes à feu, de plusieurs paires de talons compensés et d'une quantité significative d'huile pour bébé, un détail qui est revenu de manière récurrente. Suite à cela, l'experte citée par l'accusation, Dr. Dawn Hughes, psychologue clinicienne et légale spécialisée dans l'étude des traumatismes, avait pris la barre. Sa désignation avait immédiatement suscité une vive controverse. La défense avait vigoureusement tenté de faire obstruction à son témoignage, arguant qu'elle risquait d'outrepasser les limites de son rôle d'experte et d'introduire des termes jugés subjectifs et potentiellement préjudiciables, tels que contrôle coercitif et agression psychologique. Le juge avait cependant rejeté ces objections. Lors du contre-interrogatoire mené par Jonathan Bach, l'avocat de Diddy, celui-ci avait cherché à dépeindre Dr. Hughes comme une témoin partiale, soulignant qu'elle n'avait jamais témoigné en faveur d'un accusé dans une affaire de crime sexuel, mais exclusivement pour des victimes présumées. Bach avait également relevé qu'elle dispensait des formations à des défenseurs de victimes et qu'elle avait rencontré les procureurs à 6 reprises avant son témoignage, insinuant un possible coaching, ce que Dr. Hughes avait nié. Le dernier témoin entendu lors de cette 8e journée fut George Kaplan, l'ancien assistant personnel de Diddy, visiblement nerveux. Assigné à comparaître et potentiel co-conspirateur, il avait initialement manifesté son intention d'invoquer son droit au silence. En réponse, l'accusation lui avait proposé l'immunité, approuvée par le juge, le protégeant de poursuites relatives à son témoignage, sauf en cas de parjure. Kaplan aurait, selon les éléments présentés, acquis et distribué des substances illégales sous la direction de Diddy et géré la préparation et le nettoyage de ses chambres d'hôtel. C'est donc avec le témoignage de George Kaplan que s'ouvre cette 9e journée. Avant même l'entrée du jury, une objection de l'accusation est soulevée concernant l'intention de la défense de questionner Kaplan sur une prétendue demande de drogue de Cassie Ventura à Boston. Le juge tranche pour le retour de Kaplan à la barre. Une fois le témoin et le jury installés, Kaplan reconnaît son obligation de dire la vérité et sa compréhension que son témoignage ne sera pas retenu contre lui, sauf parjure. L'accusation entame alors son interrogatoire. Kaplan détaille des transports d'argent liquide pour Combs, notamment une somme de $50 000 sur son jet privé en 2015, à la demande de la sécurité de Combs. Il confirme également avoir retiré à plusieurs reprises $10 000 en espèces via Western Union pour les remettre à Combs. Kaplan mentionne être au courant des relations de Combs avec Cassie, Kim Porter, mère de ses enfants, et Gina, une autre petite amie. Concernant un vol spécifique vers Las Vegas, il décrit la configuration du jet, 4 sièges, une cloison, précisant avoir une vue partielle par-dessus son épaule. À la question de savoir pourquoi il n'est pas intervenu lors de violences présumées de Combs sur Ventura, Kaplan répond sobrement « Ma carrière ». Il décrit ensuite un incident survenu fin 2015 sur ce même jet. Après avoir entendu du verre se briser, il aurait vu Combs debout au-dessus de Ventura, cette dernière allongée sur le dos, jambes relevées comme pour se protéger, tandis que Combs tenait un verre à whisky. Suite à cela, Combs lui aurait demandé de trouver des crèmes pour dissimuler les ecchymoses sur le visage de Cassie, achat effectué avec la carte de crédit de l'entreprise. Kaplan évoque une autre occasion où il aurait vu Cassie Ventura blessée au domicile de Combs. Appelé par Combs à la salle de bain principale, il lui aurait été demandé d'acheter de l'amamélis. En chemin, il aurait vu Ventura en pleurs sur le lit, le visage contusionné, et se serait arrêté pour lui parler. Les produits ont été achetés avec la carte de l'entreprise. Kaplan explique avoir quitté Combs Enterprise parce qu'il ne se sentait plus de couvrir ce genre de choses, et en raison du cancer de son père. Il rapporte également un incident où Combs aurait jeté très fort des pommes vertes sur Gina dans l'entrée de la maison de Star Island, sans qu'il n'intervienne, se décrivant alors comme un jeune homme cherchant à percer dans l'industrie. Après cet épisode avec Gina, il aurait apporté une trousse de médicaments dans leur chambre, Combs souhaitant qu'il parte rapidement, avant d'entendre Gina à la grille avec la sécurité. Kaplan confirme avoir démissionné en septembre 2015 pour un départ effectif en décembre. Il aurait informé Christina Coram, alors chef de cabinet de Combs, des incidents avec Gina et Cassie,
lui signifiant que c'était la goutte d'eau. À Combs, il aurait invoqué la maladie de son père, ce à quoi Combs se serait montré extrêmement gracieux. Le contre-interrogatoire est mené par Mark Agnifilo. Kaplan y réitère avoir beaucoup appris de Combs, le qualifiant d'entrepreneur incroyable et décrivant son influence comme une vibration extrêmement contagieuse. Il a commencé chez Combs Enterprise en 2013 comme assistant du directeur de l'exploitation avant d'être promu assistant de Combs. Il évoque le lancement de Revolt TV comme un moment mémorable, soulignant l'importance de la diversité pour Combs et le rôle de Blue Flame dans le marketing de Siroc, propriété de Diageo. Il détaille son rôle, comme préparer les sacs de voyage de Combs selon une liste précise, et qualifie son ancien patron de Dieu parmi les hommes, une opportunité unique, même si sa boussole morale l'a poussé à démissionner. Il lui souhaite toujours son anniversaire. Agnifilo l'interroge sur la connaissance qu'avait Combs des petites dépenses, comme l'huile pour bébé ou la compote de pommes que Combs appréciait, Kaplan estimant irréaliste que Combs suive de tels détails. Il confirme avoir entendu le verre se briser dans l'avion mais ne pas l'avoir vu. Concernant Gina, il a entendu des cris sans pouvoir les qualifier. Il nie toute menace physique de la part de Combs, mais admet une pression sur son emploi. Il exprime du respect pour Kim Porter. Il explique le nettoyage des chambres d'hôtel par la crainte que le personnel ne vende des photos. Une photo le montrant souriant avec Combs et du champagne à l'aéroport de Teterboro est présentée. Kaplan explique sa joie par le fait d'avoir retrouvé un mascara. Il réaffirme ne rien avoir contre Combs, mais ne souhaitait désespérément pas témoigner. Le réinterrogatoire par l'accusation se concentre sur l'impact émotionnel des incidents. Kaplan se dit secoué par l'épisode du jet avec Cassie et celui des pommes avec Gina. Se sentant coupable de son inaction, il confirme avoir informé Coram de ces événements et de sa décision de partir, précisant que Coram, elle, n'a pas démissionné à ce moment-là, mais est restée jusqu'à récemment. L'accusation appelle ensuite Scott Mescudi, alias Kid Cudi, à la barre. Vêtu d'une veste en cuir, d'une chemise blanche et d'un jean, il confirme être acteur et musicien. Il reconnaît sur une photo Cassie, avec qui il est sorti en 2011, et être au courant de sa relation avec Sean Combs et des problèmes qu'il rencontrait. Il relate un incident de décembre 2011, une effraction à son domicile. Cassie l'aurait appelé vers 5h30 du matin, affolé, lui annonçant que Sean Combs a découvert pour nous. Confus, car il pensait leur relation terminée, il est allé la chercher. Elle était stressée et inquiète. Ils se sont rendus au Sunset Marquis, jugés sûrs et discrets. Cudi témoigne qu'ils ont alors contacté Capricorn Clark, une employée de Didi. Clark, décrite comme très effrayée, au bord des larmes, leur aurait dit que Combs et un associé étaient chez Cudi et qu'elle avait été forcée de les y accompagner, attendant dans une voiture à l'extérieur. En retournant chez lui, Cudi a appelé Combs, qui lui aurait simplement dit vouloir juste parler. Arrivé sur les lieux, il a constaté que l'extérieur paraissait normal, mais que ses caméras de sécurité avaient été déplacées et ne fonctionnaient plus. À l'intérieur, des cadeaux étaient ouverts, des affaires Chanel déplacées, et son chien, habituellement libre, était enfermé dans la salle de bain. Son chien serait devenu nerveux, sur les nerfs, tout le temps, après cet épisode. Cudi a rappelé Combs, animé par l'envie de se battre. Il a passé les vacances suivantes avec Cassie dans le Connecticut, période durant laquelle Combs lui a envoyé plusieurs SMS. Cudi, cependant, ne souhaitait plus lui parler après l'effraction, déclarant « Tu es entré par effraction chez moi, tu t'en es pris à mon chien et je ne veux plus te parler ». Leur relation avec Ventura a pris fin. Quelque temps après, la babysitter de son chien l'a appelé pour l'informer que sa voiture était en feu. Des photos de sa Porsche endommagée par l'incendie en 2012 sont montrées au jury. Cudi décrit le toit de sa Porsche comme ayant été découpé pour y introduire un cocktail Molotov, retrouvé par la police sur le siège conducteur. Il se trouvait alors chez la sœur de son ex-petite amie, à 45 minutes de là. Le contre-interrogatoire de Kid Cudi est mené par l'avocat Steele. Cudi affirme ne pas être au courant de résultats ADN féminins sur sa voiture incendiée. Il maintient que Ventura l'a manipulé. Steele rappelle le statut d'icône de Combs à l'époque. Cudi mentionne que Combs lui avait demandé en 2010 de collaborer musicalement avec Ventura. Il précise qu'il n'y a pas eu d'effraction forcée chez lui, la porte étant déverrouillée. Ventura lui aurait confié que Combs la frappait et lui donnait des coups de pied, mais n'aurait jamais parlé d'abus sexuels. Il n'a eu aucune nouvelle de l'enquête sur l'incendie de sa voiture depuis 13 ans. Il confirme que Ventura lui avait donné son adresse personnelle à Combs. Lors du réinterrogatoire, Cudi réitère que Ventura était vraiment secoué, que Combs ait découvert leur relation. Il rapporte que Capricorn Clark lui aurait dit que Combs l'avait forcé à venir chez lui. Il explique la fin de sa relation avec Ventura par le drame qui devenait incontrôlable et par souci pour sa sécurité et celle de Cassie, car il savait que Sean Combs était violent.
Concernant une réunion ultérieure au Soho House, où Combs a nié toute implication dans l'incendie de sa voiture, Cuddy a déclaré avoir eu le sentiment qu'il mentait. Une pause est décrétée. Pendant celle-ci, le juge Subramanian s'enquiert de l'avancement auprès de la procureure Comey, qui admet un retard dû à la longueur du contre-interrogatoire de Kaplan, mais reste optimiste quant à la possibilité d'entendre tous les témoins prévus. De retour en audience, une discussion procédurale s'engage sur la présentation de photos de Miss Ventura, jugée légèrement vêtue. L'accusation craint que cela n'alimente un stéréotype de consentement, tandis que la défense évoque l'impact sur sa carrière. Le juge autorise certaines pièces, mais en écarte d'autres. L'accusation appelle Mila Morales, maquilleuse de célébrité. Elle reconnaît Sean Combs et confirme avoir travaillé pour lui de 2000 à 2005, puis pour Rihanna, Jennifer Lopez et Cassie à partir de 2007, la considérant comme une petite sœur. Elle relate un incident survenu le week-end des Grammy 2010, lors d'une fête de Prince à Beverly Hills. S'étant endormie dans la chambre, elle aurait été réveillée par de l'agitation. Cassie serait entrée, suivie de Sean Combs demandant « Où est cette p-?» Il serait entré dans la chambre, fermant la porte. Morales aurait entendu des cris et des hurlements des deux. Après le départ de Sean, Cassie avait un œil enflé et des bosses sur la tête. Elle serait allée chez Morales, où un ami médecin aurait examiné Cassie, craignant une commotion cérébrale et recommandant les urgences, ce que Cassie aurait refusé. La police n'a pas été appelée, Morales affirmant avoir craint pour sa vie à cause de Sean. Elle admet avoir donné quelques interviews et avoir été payée $1000 par CNN pour des photos d'elle et Kim Porter, datant du début des années 2000. Lors du contre-interrogatoire, elle confirme avoir maquillé Cassie pour des tapis rouges et des clips, notamment Black and Yellow. Des photos de son travail sont montrées. Elle admet avoir demandé la permission au gouvernement pour parler à la presse. Le témoin suivant est Frédéric Zamur, directeur général de l'hôtel L'Ermitage. Il confirme, via le système de réservation Opéra, les réservations de Sean Combs, parfois sous des alias comme Jackie Star, depuis 2006. Pour la période 2011-2012, une facture de plus de $2000 est mentionnée, avec instruction de ne facturer qu'avec l'approbation de Christina Coram. Les instructions spécifiques pour la chambre de Combs incluaient la mettre hors service pour nettoyage, la maintenir très chaude, environ 24 degrés Celsius, sans climatisation, car la chaleur affecte l'alcool et détend les gens. Il fallait également surveiller le couloir, utiliser du désodorisant. Notez que Combs renversait de la cire de bougie et utilisait des quantités excessives d'huile. Un dépôt de $1000 supplémentaires était autorisé pour couvrir les dommages, des plaintes pour cire sur la moquette ayant déjà entraîné une facturation de $500. Aucun contre-interrogatoire n'est mené. L'agent spécial Josh Croft de Homeland Security Investigations, spécialisé dans l'extraction de données informatiques, est ensuite appelé. Formé à l'Institut Science, il utilise des outils comme TX1 et Digital Collector. Il a extrait des données du MacBook Pro de Cassie Ventura datant de 2010 à 2011. Même après une réinitialisation d'usine, le disque dur contenait des données, y compris dans l'espace non alloué, signifiant des fichiers précédemment supprimés mais toujours récupérables. Il explique qu'avant iCloud, iTunes était utilisé pour les sauvegardes. La défense soulève la présence d'un profil Frank Black sur l'un des ordinateurs. Croft confirme avoir traité tous les fichiers. L'accusation précise que l'extraction a été faite sous mandat. Le juge annonce alors qu'il n'y aura plus de témoins pour la journée et libère les jurés tôt, non sans une touche d'humour les invitant à regarder les Knicks venger leur défaite et à moucharder s'ils entendent quelque chose, tout en soulignant les grands progrès réalisés. Les jurés sont renvoyés jusqu'au mardi suivant. La procureure Marine Comey informe que le premier témoin appelé mardi sera Capricorn Clark, ancienne employée de Combs. Suivront des témoins du LAPD et des pompiers de Los Angeles. La journée a été dense et les développements futurs promettent d'être tout aussi intenses. Les réactions et analyses de cette journée ne manqueront pas d'alimenter les discussions.